Hop, je vous partage mon écran les mecs. Les mecs et les filles, j'ai envie de dire, parce qu'il y a aussi de plus en plus de filles. Ça fait plaisir de voir que la crypto, c'est pas que les mecs aussi, hein. Je trouve qu'on aurait besoin d'avoir des moments, des porte-paroles plutôt féminins pour toucher encore un maximum de personnes parce que bon, on est un peu qu'entre mecs les gars et je trouve que, c'est on a besoin enfin la crypto c'est pas que pour une certaine catégorie de personnes, hein. Je pense que c'est vraiment fait pour tout le monde et plus on est, à en parler, mieux ce sera. Donc je vous présente le Crypto Bubble. On voit que globalement, il y a quand même quelques projets qui ont augmenté, sur la semaine, mais globalement, on est quand même plutôt dans le rouge. Sur le mois, par contre, il y a eu un super rebond sur les alts. Sur le mois, regardez, hein, Virtual, Fed, enfin tous les narratifs en fait, que ce soit les des anciens comme par exemple NFT, DeFi, même des coins anonymes comme Monero aussi, on en avait parlé avec, malheureusement quelqu'un qui s'est fait hacker plus de 3000 BTC. Ensuite, ça s'est fait swap, en Monero. Alors si c'est pas fait hacker en tant que tel, son wallet c'est pas fait hacker comme ça, hein, c'est du social engineering. On en a beaucoup parlé avec Théo. Je veux dire globalement en fait, que ce soit les mêmes coins, les agents IA, tout ce qui est lié au mix des deux, que ce soit la finance décentralisée, même des anciens projets. C'est-à-dire IOTA par exemple, c'est des coins de 2017. Hein, d'accord. Même des projets comme ça augmentent. Donc voilà, on a eu un soubresaut sur la partie alt. On va essayer de comprendre un petit peu pourquoi par la suite. Vous allez voir. Je vous montrerai aussi par rapport à la dominance du Bitcoin qui, pour le coup, continue encore son ascension. On est sur un ATH sur ce cycle, sur la dominance du BTC. Moi, je pense que c'est pas encore terminé. En tout cas, pas tout de suite. Sinon, sur l'année, hein, il y a quelques projets qui tirent leur épingle du jeu, mais globalement, la majorité tire quand même la gueule. Hein. Juste sur l'année, après, si on prend depuis le début, on le sait très bien, hein, mais les alts se sont fait dérouiller. C'est-à-dire que le BTC a très bien augmenté, belle performance jusqu'à maintenant, mais sinon, la plupart des autres alts, globalement, si on les compare en performance en dollars et en performance en BTC, évidemment, c'est encore pire. D'accord. Donc, rien de nouveau par rapport euh, au crypto bubble. Je voulais juste vous montrer, encore une fois, les entrées nettes qu'on retrouve, les inflows qu'on retrouve sur les ETF Bitcoin depuis maintenant un certain temps, depuis mi-avril. C'est quand même assez fou. C'est-à-dire qu'il y a des journées où, par exemple, là, on prend chez BlackRock. Alors, quand je dis BlackRock achète, des fois, on me reprend par rapport à ça. Évidemment, c'est pas BlackRock, c'est pas Fidelity, c'est pas Bitwise, c'est pas ARK, c'est les clients de ces différentes institutions, d'accord, qui eux décident d'acheter ou de vendre. Après, je ne vais pas dire les clients de chez BlackRock, les clients de chez Fidelity. Bon, voilà, je pense que vous avez compris la rengaine. Ce qu'on remarque quand même, c'est qu'il y a des rentrées nettes, des moments presque de l'ordre du milliard sur la journée chez BlackRock, avec des sorties sur certains autres ETF sur la même période. Mais globalement, on voit que de manière générale, là, par exemple, 21 avril, presque 400 millions d'entrées, presque 1 milliard d'entrées le 22, 917 millions le 23, le 24, 442 millions, 380 millions, 591 millions, etc., etc. En fait, il y a énormément d'entrées. Là, depuis 15 jours, 3 semaines, ça n'arrête pas de rentrer. Et on le voit sur la courbe. Vous voyez juste ici, hein, on est presque à l'ATH. Voilà. On est clairement presque à l'ATH de ce qu'on avait connu avant. Il y avait une petite correction. Et ça, évidemment, bon, on verra un petit peu ce qui va se passer, mais pour moi, c'est pas du tout synonyme d'une arrivée précoce de bear market. Voilà. Il y a eu une prise de profit hein, qui a été effectuée sur les ETF Bitcoin, mais là, pour l'instant, bon, bah, on n'a pas ce genre de conformation en bear market. En tout cas, pas à ma connaissance. Si on regarde sur la partie Ether, c'est beaucoup plus ténu, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même plus d'entrées que de sorties. Si je zoome un petit peu, depuis 15 jours, 3 semaines, on voit qu'il y a plus d'entrées que de sorties, mais les volumes sont plus faibles, à la fois à la sortie et à la fois à l'entrée. Là, on voit par exemple sur le 21 avril, donc sortie nette de 25 millions, rentrée presque de 40 millions le 22, le 23, 24 millions de sorties, là 63 millions d'entrées, 104 millions d'entrées, etc., etc. Avec très souvent toujours BlackRock qui mène la danse. Hein. Mais on voit que, comme pour Bitcoin, en fait, on avait une correction qui a duré un peu plus longtemps. Là, on repart sur une tendance haussière et de nouveau d'accumulation de la part d'Ether, mais c'est quand même beaucoup plus ténu que ce qu'on retrouve sur le BTC. Et pour les raisons, évidemment, on en parle depuis maintenant des mois sur la chaîne YouTube. Je ne vais pas vous refaire le speech comme à chaque fois. Pour ceux qui se posent des questions sur le timing des cycles, etc. Est-ce qu'on est toujours sur des cycles de 4 ans et tout. J'ai fait énormément de lives sur ce sujet, dont un qui dure plus de 2 heures et demie sur YouTube que vous retrouvez gratuitement en plus de ça. Il y a beaucoup de sujets. Si vous regardez vraiment nos lives précédents,
C'est pas parce que le cours a un petit peu changé sur l'aspect crypto que ce qui est présenté à l'intérieur n'est plus valide et n'est plus dans l'ordre du jour, hein. La plupart du contenu qu'on publie, c'est pas forcément que temporel, d'accord. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font un contenu et puis du moment où c'est publié, c'est déjà obsolète parce que le cours a changé. Bah, nous, c'est pas le cas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je pense que pour les nouveaux, ça pourra grandement vous aider. Ce qu'on remarque aussi, de par les ETF, donc là, on voit qu'on repart de nouveau, j'ai l'impression, hein, quand même, jusqu'à présent, sur les 2-3 dernières semaines, on repart sur une phase d'accumulation sur les ETF. Mais il y a quand même des questionnements. J'ai vu une news là, dernièrement qui est sortie sur l'Ether. La news, c'est: faut-il craindre pour l'Ether, une société d'investissement tourne le dos à l'altcoin? Alors, quand ils regardent la société d'investissement, c'était Two Prime. D'accord, je ne sais pas si vous savez quelle était finalement cette société. C'est marqué: une société enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission, la SEC, a récemment pris la décision radicale de ne plus exposer son portefeuille à l'Ether. Jusque-là, cette entreprise combinait des activités de trading algorithmique et de prêts basés sur cette crypto. Désormais, elle déclare concentrer ses efforts exclusivement sur le Bitcoin. La raison principale invoquée est la volatilité excessive de l'Ether. Selon Two Prime, l'évolution erratique de son prix rend son comportement difficile à anticiper, même pour des stratégies sophistiquées. Ils vont jusqu'à comparer son mouvement de marché à celui d'un meme coin. Alors, les mecs, ils n'ont jamais investi dans un meme coin pour dire des conneries pareilles, mais bon, c'est pas très grave. Ces tokens très spéculatifs, connus pour leur caractère imprévisible et souvent motivés par des effets de mode plutôt que par des fondamentaux solides. Alors, pareil, faut quand même arriver à le sortir sans trembler des genoux, celle-là. Une belle dynamique, selon eux, rend l'Ether peu compatible avec des mécanismes de gestion de risque propres aux stratégies institutionnelles. Donc là, je suis plutôt d'accord. En effet, la volatilité qu'on a sur l'Ether, évidemment, elle n'est pas du tout équivalente à celle qu'on a sur le BTC. Après, de comparer l'Ether à des mêmes coins, bon, ça me paraît un peu compliqué. Après, je comprends aussi parce que eux, ils proposent des produits de lending, borrowing, de stratégie de trading ou ce que vous voulez plutôt à destination des institutionnels. Et sans doute que les institutionnels aujourd'hui n'ont peut-être pas vocation à prendre plus de risques que ça. Et on le voit, hein. On le voit sur la partie Ether aujourd'hui, c'est pas vraiment en faveur de la partie Ether. Alors, que révèle cette décision sur le marché institutionnel? Ce repositionnement ne concerne pas uniquement la volatilité de l'Ether. Tout Prime met également en lumière la sous-performance des produits financiers adossés à cette crypto. Et c'est vrai que pour l'instant, sur ce cycle, l'Ether, c'est clairement pas folichon, hein, en termes de perf. Ça, on peut pas leur enlever. Les fonds négociés en bourse, les ETF, liés à l'Ether, n'attirent pas de flux d'investissement, les flux d'investissement espérés. Là, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. En effet, selon les données rapportées, les achats d'ETF Bitcoin dépasseraient ceux de l'Ether d'un facteur de 24. C'est quand même énorme, hein. Ce déséquilibre traduit par un désintérêt croissant de la part des investisseurs institutionnels pour l'Ether. Alors pour moi, il n'y a pas que ça. On en a beaucoup parlé sur les lives avec Mickaël et Théo. Mais évidemment, pour l'instant, on n'est pas sur une volonté de s'exposer plus à la partie Ether. Voilà. Et c'est ce qu'on observe surtout aussi de la part des institutionnels. Alors après, ils expliquent voilà, que cette annonce a fait réagir la communauté crypto. D'un côté, Ether conserve une forte légitimité technologique via son rôle central dans l'écosystème DeFi. De l'autre, les institutions cherchent des actifs stables, transparents et adaptés à des modèles de gestion rigoureux, un profil que Bitcoin continue à incarner avec constance, ce qui n'est pas le cas pour les autres projets. Et moi, ce que j'avais expliqué aussi, c'est un peu la problématique qu'on a avec l'Ether en ce moment, c'est-à-dire que la difficulté de savoir réellement ce que ça représente. Est-ce que c'est un capital asset? Est-ce que c'est un actif de plateforme? Est-ce que c'est une réserve de valeur? Est-ce que c'est les trois à la fois? Voilà. Paul Brody, qui est aussi un consultant blockchain, qui travaille avec les plus gros et également aussi de cet avis, c'est que selon lui, on ne peut pas tout faire. On est obligé de choisir soit par exemple le store of value, réserve de valeur pour Ether, soit le côté plateforme. Voilà. Et nous, ce qu'on pense avec Michael, c'est que l'Ether a une très belle plus-value pour son avenir si il décide de se focaliser sur sa volonté à vendre de l'espace de bloc. Je pense que c'est là où il y aura une vraie plus-value sur l'Ether et pas forcément sur la énième store of value, puisque dans tous les cas, on a déjà Bitcoin qui le fait extrêmement bien. Il n'y en a pas besoin d'une énième store of value. Donc après, il y en a beaucoup qui se disent, tiens, mais s'il n'y a pas la réserve de valeur, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'appréciation de prix de la part de l'Ether s'il est utilisé que en tant que plateforme. Et ce n'est pas le cas non plus. Simplement, un outil que vous allez utiliser en tant que réserve de valeur, par exemple votre or en physique, vous le prenez chez vous, vous en faites rien, vous le gardez. D'accord? Bitcoin, simplement pourquoi on a eu une aussi belle performance pour le BTC. Alors, il y a plein de raisons. L'augmentation de la M2, le halving, etc. C'est pas unifactoriel, mais aussi de par le fait qu'on ne pouvait pas en faire grand-chose.
Vous pouvez pas vraiment l'utiliser. La seule chose que vous pouvez faire avec votre BTC, c'est de l'acheter et de le détenir. Donc évidemment, si vous l'achetez et que vous le détenez, il y a moins de pression vendeuse que de pression acheteuse, donc du coup, augmentation du prix et du cours. Euh, et du coup, c'est un peu ce questionnement-là de se dire si demain, il y a un changement et qu'on n'est plus sur un narratif qui est énormément mis en avant sur la partie Ether, de dire ultra sound money, les gars, euh, on considère que le Bitcoin, c'est sound money, donc une meilleure réserve de valeur et une meilleure monnaie que tout ce qui existe jusqu'à maintenant, simplement parce que c'est capé à 21 millions, il n'y en aura pas un de plus. Alors déjà, même ça peut être amené à changer. Vous en avez aussi beaucoup parlé sur YouTube. Mais également, si ils arrivent à parler justement de réserve de valeur et de sound money pour Bitcoin, vu qu'on est capé à 21 millions, bah, de considérer qu'à partir du moment où il y a plus de burn que d'émissions de nouveaux coins chez Ether, on parle de ultra sound money. L'Ether serait même déflationniste, donc on serait sur le ultra sound money. Donc essayez d'ajouter une compétition directe avec Bitcoin sur ce narratif-là. Et c'est là où pour moi ils se trompent en fait, et que les deux ne peuvent pas être en lien. C'est compliqué en fait de faire les deux en même temps. C'est-à-dire que soit on est store of value, soit on l'utilise en tant que plateforme. Et pour une entreprise ou pour des institutionnels, utiliser l'outil avec un actif qui, en 4 mois, 5 mois, peut perdre 70-80% de sa valeur pour après remonter, etc., voire même des frais de gaz qui explosent à la hausse. Hein, pour ceux qui ont connu le cycle de 2021, quand il y avait eu des augmentations aussi importantes sur le cours de l'Ether, les frais de gaz ont explosé. Si demain vous utilisez la plateforme, évidemment que si demain vous, je sais pas, aujourd'hui vous faites une transaction, vous payez 3 balles pour faire un swap et que en bull run vous payez 1500 balles pour faire un swap, évidemment que c'est pas entendable. Évidemment que c'est pas compatible avec l'idée qu'on peut se faire d'une utilisation propice d'une plateforme. Et c'est là où pour moi il y a un choix qui devra être fait et on verra un petit peu comment ça va se passer. Mais ne pensez pas que si on décide de ne pas partir sur la partie purement store of value, qu'il n'y aura pas d'appréciation du prix du jeton ou du coin en question. Évidemment, ça se fera avec l'adoption, ça se fera avec l'évolution du cours de la crypto de manière générale. On est aussi énormément lié au pool de liquidité aussi, hein, d'accord, hein. Ça aussi, j'en ai énormément parlé. Donc évidemment que ça prendra de la valeur, mais ça n'aura peut-être pas la même volonté de prendre de la valeur comme ce qu'on aura eu sur le BTC. Euh, Parce que le but du BTC, vraiment, c'est la réserve de valeur. On voit que là, ça a vraiment pris sur cet aspect-là et on arrive à vraiment le concevoir. Alors que chez l'Ether, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Je le dis souvent, mais c'est un peu comme une pieuvre avec plein de tentacules. Tiens, ça fait un peu de NFT. Tiens, ça fait un peu de DeFi. C'est une plateforme, on peut créer des applications décentralisées. Tiens, on fait un peu de L2. On est aussi sur une blockchain modulaire. Là, avec Pectra, j'en parlerai un petit peu, mais il y a une grosse mise à jour qui arrive également avec plein de nouveautés qui arrivent dessus. Donc, évidemment, on ne peut pas le comparer à Bitcoin et que sans doute que l'aspect scalabilité, etc., ça prendra quand même un certain temps pour y arriver parce que c'est pas du tout la même chose. La proposition de valeur n'est pas identique. Mais de voir un Ether, si demain on n'a pas de hack potentiel, si on n'a pas de problématiques majeures et si on se rend compte qu'ils arrivent à faire perdurer l'écosystème et toujours garder cette position de leader, voir un Ether dans les prochaines années à plusieurs centaines de milliers de dollars d'ici 15, 20, 30 ans, ça me semble pas complètement dingue quand on y pense. Aujourd'hui, ça peut sembler fou, et quand on comprend la dynamique dans laquelle on s'inscrit sur la partie crypto, c'est-à-dire pour vous donner quand même un ordre d'idée de la volatilité sur l'Ether, rien que sur l'Ether qui est sur la deuxième plus grosse crypto, premier cycle, 2000 Ether, vous pouviez l'avoir pour un Bitcoin, et un Bitcoin lors de l'ICO, c'était à peu près 200 balles. D'accord. Aujourd'hui, je vous laisse calculer le ratio entre un Bitcoin et un Ether. Alors évidemment, ça a quand même perdu en termes de parité, mais entre les 2000 Ethers que vous pouviez avoir lors de l'ICO pour un BTC qui valait 200 balles, il y a quand même eu une surperformance extrême de la part de l'Ether par rapport au BTC depuis sa création. Là, sur les 2-3 dernières années, évidemment, on s'interroge sur le sujet. Et pour moi, c'est plus une raison macro qu'autre chose. Parce que d'un point de vue fondamental, oui, il y a plus de concurrents, il y a plus de choses, mais néanmoins, ça ne justifie pas une aussi baisse de performance là-dessus. En tout cas, je pense que le fondamental reste toujours solide sur la partie Ether. Néanmoins, le premier listing sur l'Ether, c'était en 2015-2016. Ça a été, je crois que c'est 2015 plutôt, ça a été 30 centimes, c'est descendu à 15 centimes sur Kraken. 2017, on est monté donc de 15 centimes à 1400 $. Ensuite, on est descendu à 75-80 $ en bear, d'accord, un an et demi après, pour ensuite remonter à 4900,
pour ensuite redescendre à 800, 900 balles sur ce cycle, pour ensuite remonter à un peu plus de 4000 balles. Et là, aujourd'hui, on en est à, je sais pas, 1800 quelques, etc. Donc, on voit quand même que la dynamique long terme reste aujourd'hui extrêmement haussière, même s'il y a des périodes où évidemment c'est moins pertinent. Mais c'est pas parce que vous allez changer le narratif ambiant et de dire bah, que finalement, OK, on va switcher, on va plus être le store of value, on va aller directement sur la partie plateforme, que votre token va ou votre coin va pas prendre de la valeur en fait, parce que ça se fera avant tout par rapport à la loi de l'offre et de la demande. Et si votre token il est très largement utilisé, il y a de la demande, etc., et que vous en avez besoin pour participer sur Ether, et que ça reste un passage obligé, il n'y a pas de raison que ça n'évolue pas. Et que ça soit le seul concurrent à un moment donné qui soit tellement développé que ça soit le passage obligé, en fait, oui, la valeur augmentera. Donc imaginez le prix d'un Ether à plusieurs dizaines de milliers de dollars, voire plusieurs centaines de milliers de dollars dans plusieurs années plus tard. Ça me semble pas complètement fou. Voilà. Aujourd'hui, ça peut sembler assez dingue, mais a priori, il n'y a rien d'impossible en crypto. Tout comme aussi la possibilité, hein, ça reste une possibilité, que l'Ether n'évolue pas et qu'il y ait des soucis et qu'il se fasse dépasser par les concurrents. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas ce que j'entrevois et que la plupart des concurrents prennent aujourd'hui le shortcut, c'est-à-dire le chemin plutôt facile, c'est-à-dire de dire nous, on va privilégier en fait l'adoption court terme. On va lancer des meme coins, etc. Mais toute la partie innovation, en fait, il y en a pas. On va vraiment se focaliser sur la partie ergonomique et sur ce que recherchent les gens aujourd'hui et maintenant. Alors ça marche, d'accord. Mais derrière, on peut pas comparer le même niveau de décentralisation, le même niveau de résistance à la censure, le même niveau de sécurité qu'on a par exemple sur Ether et qu'on n'aura jamais sur d'autres blockchains qui prennent des décisions beaucoup plus court-termistes. Alors que Vitalik l'a dit plusieurs fois, lui sa volonté, c'était vraiment de créer la plateforme qui sera utilisé de partout, mais sur les 50, 100 prochaines années, en fait, même après sa mort. Donc, évidemment que les décisions qu'on peut prendre à court terme peuvent faire du mal en termes de prix, et on le voit. Là, il y a moins de burn, il y a moins d'activité sur Ethereum parce que avec Dankun et puis Pectra, ça va encore plus accentuer le fait d'envoyer des gens sur les layers 2. Donc, qui dit envoyer plus de gens sur les layers 2 avec aussi les blobs, dit moins de frais de gaz pour Ether et donc moins de burn, donc peut-être plus déflationniste. On repart sur une part inflationniste, donc aussi évidemment, ça peut poser des questions sur la tokenomics et sur le tarif du cours de l'Ether sur le court terme. Mais si on arrive sur quelque chose d'ultra scalable, après, évidemment, je vous laisse imaginer un monde, je le dis tout le temps ça, mais je vous laisse imaginer un monde où la seule plus-value qu'ont les autres blockchains qui se disent Ethereum killer, on a vu ce que ça a donné chaque année. Hein. À chaque cycle, il y a des Ethereum killers. On voit à chaque fois que ils n'y arrivent pas à être des Ethereum killers, y compris celles qui ont levé énormément d'argent. Je vous rappelle EOS, d'accord, EOS, 4,3 milliards de levée de fonds. La seule chose qu'ils ont su faire, c'est lancer une pauvre application de social type Facebook là, et qui s'appelait Voice, d'accord, qui leur a coûté des centaines de millions et qui était même pas fonctionnel. Et ils ont gagné plus d'argent en levant des fonds en BTC et en faisant juste du buy and hold sur BTC qu'avec le lancement de leur projet. Voilà. Et ça, c'est valable pour la grosse majorité des ICO. Et donc, je vous laisse essayer d'imaginer et d'entrevoir un scénario où finalement demain, il n'y a plus de problème de décentralisation, sécurité et de scalabilité sur Ether. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule plus-value qu'il y a d'aller sur d'autres types de blockchains, c'est de se dire, bah, j'ai pas envie de payer cher et je veux des transactions rapides. Le jour où Ether est capable de faire ça, quelles seraient finalement les plus-values des autres blockchains? À mon avis, pas grand-chose. Et c'est là où il va falloir vous poser des questions. Et même si aujourd'hui, vous n'êtes pas un gros défenseur d'Ether, ce que je peux comprendre et ce que je peux concevoir, parce qu'il y a aussi plein de merde sur Ether, hein. On n'est pas non plus des ultra défenseurs de ce qui se passe sur Ether, parce qu'il y a plein de questionnements aussi à avoir là-dessus. Néanmoins, je pense qu'on a tous intérêt à avoir un Ether qui performe, parce que si l'Ether ne performe pas bien, vous aurez une alt season qui sera pourrie. Et a priori, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont exposés non pas que au Bitcoin et non pas que à l'Ether, mais aussi aux altins. Donc, on est obligé un petit peu de passer par là. D'ailleurs, sur la partie ergonomique, ça aussi, j'en ai beaucoup parlé. Quand on voit des écosystèmes comme Solana qui sont ultra ergonomiques, je veux dire, vous voulez installer Phantom Wallet, vous voulez acheter du Memecoin ou n'importe quoi, vous voulez aller sur certaines applications, c'est simple, c'est smooth, vous cliquez sur un bouton, c'est facile, machin. Avec Ether, déjà, on est sur un écosystème qui est ultra fractionné. Il y a plus de 150 layer 2 quand même. Quand vous commencez à rentrer dans le système technique entre les optimistic roll-up, les IK roll-up, les IK Stark, les IK Snark, etc., quand vous commencez à comprendre les mises à jour qui sont en train de
se tramer là en ce moment. Je vais en parler vite fait, hein, avec Pectra, il y a eu Dankun, et cetera. On est quand même sur un écosystème qui est extrêmement dur à comprendre, surtout pour les débutants. Et puis, en plus de ça, qui est difficile à prendre en main. C'est-à-dire que l'interface utilisateur est clairement pas dingue. Si tu compares un MetaMask avec un Phantom Wallet, c'est le jour et la nuit, hein. Alors Rabi a fait un travail qui est monstrueux sur la partie ergonomique, utilisateur, etc., utilisateur final. Mais il y a un vrai travail de fond à faire en sorte de simplifier Ethereum. Alors il dit en s'inspirant de Bitcoin, mais je pense qu'il y a d'autres blockchains qui l'ont extrêmement bien fait. S'il y a bien un truc qu'on peut reconnaître à Solana, c'est ça, hein. C'est le côté ergonomique, marketing, etc. Et là où je pense que Ether n'est pas bon là-dessus, voilà, sur le côté ergonomique et tout. Et je pense qu'il y a un intérêt à le faire. Et avec Pectra, justement, c'était un peu ce que je voulais vous présenter là maintenant pour faire la transition. Avec Pectra, là, qui normalement est censé arriver aujourd'hui, je crois que c'est le 7 mai. Hein. Regardez, ouais, je crois c'est le 7 mai que ça devait arriver, Pectra. Donc, on verra un petit peu comment ça va se passer, la mise à jour. Mais c'est une grosse mise à jour, hein, un peu comme Dankun. Dankun, globalement, ça avait pour objectif en partie, de pousser les gens sur les layers 2, parce que les mecs, aujourd'hui, de moment, ils s'interrogent, ils se disent, je comprends pas pourquoi les gens ils vont sur les layers 2, ils n'utilisent pas Ether. Bah, déjà, parce que c'est voulu de la part des différentes mises à jour. Dankun, ça avait pour objectif d'avoir des transactions plus faibles et des transactions plus rapides sur les layers 2. Donc, évidemment que sur le court terme, on pousse les gens sur les layers 2. Donc, plus de rentabilité sur les layer 2, mais moins de rentabilité sur la blockchain de base. Donc, moins d'utilisateurs sur la L1 et donc moins d'utilisateurs sur la L1, donc moins de burn, plus d'inflation et on repart sur une dynamique inflationniste. Ça aussi, j'en ai pas mal parlé. Donc, en gros, euh, pour moi maintenant, quand on parle d'Ether, ça a plus d'intérêt de juste parler de la layer 1. Ether, c'est plus qu'une layer 1. C'est un ensemble, un écosystème avec des layers 2 et plus de 150 layers 2 aujourd'hui. Donc, quand on parle d'Ether, euh, arrêtez de parler juste de la simple layer 1. Parce que voilà, maintenant, ils ont un objectif de faire une scalabilité, on le voit. Dankun, booster les layers 2 et Pectra, on va voir, c'est pareil. Ça va être encore booster les layers 2, notamment avec un doublement de la capacité des blobs. D'accord, les blobs qui permet de réduire ce qu'on appelle aussi le call data. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails trop techniques, mais le call data, c'est l'inscription on-chain. D'accord, l'inscription on-chain, c'est les transactions et les frais que vous devrez payer pour inscrire vos transactions sur une finalité de bloc sur la blockchain de base, la layer 1. D'accord, les blobs, c'est des transactions temporaires pour avoir un échange de flux de données entre les layer 2 et les layer 1 qui seront temporaires et qui ne seront pas finalement inscrites sur la layer 1, ce qui fait qu'en fait, on a une économie de transactions, de frais de gaz, etc. etc. Je simplifie ça, d'accord, pour ceux qui sont vraiment dans la tech et tout, évidemment que ce ne sera pas exactement ces termes-là, mais j'essaie de le simplifier non plus pour pas rentrer trop dans les détails techniques et pas perdre ceux qui ne sont pas justement dans ce truc-là. Mais dites-vous qu'avec Pectra, on va avoir un doublement de la capacité des blobs. D'accord. Donc là, tant que j'y suis, je vais vous partager hop, rapidement un petit tableau que j'ai fait et que j'ai présenté sur la partie accompagnement. Évidemment, j'ai fait une session dernièrement sur la partie accompagnement sur Ethereum ultra complète et j'en ai parlé évidemment en partie de la partie Pectra pour remettre un jour un peu notre test d'investissement sur Ethereum. Et à l'intérieur, du coup, j'ai présenté les différentes mises à jour. Donc, j'ai mis les différents EIP, les problèmes adressés, les solutions apportées et l'impact que ça pourrait avoir. Alors, sans rentrer dans des détails trop hardcore, il y a des changements, il y a énormément de changements sur la partie Pectra. Avec l'EIP 7251 notamment, bah, en fait, à l'époque, on pouvait staker vous pouviez avoir votre propre nœud, votre propre validateur à partir de 32 Ethers. Là, maintenant, l'augmentation du plafond, ça sera 2048 Ethers. Donc, moins de décentralisation, du coup, plus de centralisation, mais au final, des transactions plus rapides. Et évidemment, bah, pour des personnes qui ont des milliers, voire des centaines de milliers d'Ethers, à chaque fois, faire je ne sais pas combien de validateurs avec 32 Ethers à chaque fois, c'était un calvaire. Donc là, ils se sont dit, OK, bah, les petits validateurs, en fait, on s'en fout. Les petits porteurs, on s'en fout. On passe à des gros validateurs. Donc là, maintenant, on sera pour avoir votre propre nœud. Autant vous dire que monsieur et tout le monde ne pourra pas l'avoir. Hein. 2048 Ethers pour avoir son propre validateur, ça va être compliqué. Ce qu'il va falloir regarder aussi, c'est par rapport à la dynamique de burn ou non sur l'Ether, il faut regarder par rapport aux frais, en fait, et par rapport à l'efficacité des données sur Pectra. Et là, en l'occurrence, vous avez l'EIP 7691 qui va augmenter
le débit des blobs, donc qui va multiplier par 2 le débit des blobs, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à Dankun. Et avec l'EIP 7840, vous allez avoir également aussi une planification des blobs dans les fichiers de configuration. Donc là, pareil, ça rentre dans la scalabilité plutôt sur les layers 2, pousser les gens plutôt vers les layers 2 et pas forcément avec une incitation d'utiliser la layer 1. Donc ceux qui se disent on va avoir tout de suite un mécanisme de burn qui sera encore plus important avec Pectra, pour moi, ils n'ont rien compris. Il y a peut-être à la limite le IP 7623 avec l'augmentation du call data, comme j'ai dit tout à l'heure, qui pourrait signifier peut-être une augmentation des frais de gaz sur la couche de base, donc plus de burn. Mais au final, pour moi, ça va, en fait, on peut se dire même l'effet inverse. C'est-à-dire que si on augmente le call data sur la couche de base, ça va encore peut-être plus pousser les gens à aller sur les layers 2 parce qu'ils paieront encore moins cher. Ça a peut-être encore un effet inverse, c'est-à-dire que sur le court terme, oui, on peut se dire potentiellement les mecs qui continueront d'utiliser la layer 1, bah, ils vont payer plus cher pour inscrire leurs transactions sur la couche de base. Mais au final, peut-être que ça a un effet dissuasif et avoir un objectif de pousser les gens vers les couches vers les couches supérieures, vers les layers 2. Aujourd'hui, ils sont vraiment dans une scalabilité sur des layers 2 et pas que sur la layer 1. Donc, il y a également plein d'autres mises à jour sur l'efficacité de traitement des données, sur la scalabilité, la décentralisation, la résistance à la censure et également, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur l'ergonomie, ultra important. Simplifier Ethereum, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand vous commencez à essayer de comprendre comment fonctionne l'Ether, comment ça marche, etc., quand vous commencez à l'expliquer aux autres, à des nouveaux, c'est extrêmement compliqué, hein. Si vous dites Bitcoin, c'est de l'or, mais en mieux, c'est de l'or digital, en fait, on le comprend, on arrive à le concevoir. Le narratif, il est facile à se faire. Quand derrière, vous parlez de l'Ether, bah, on te dit c'est une plateforme de confiance sur laquelle on peut créer des applications décentralisées. Super. Alors derrière, c'est quoi? Tu fais un peu de DeFi, mais la DeFi, c'est quoi? C'est du NFT, c'est un peu tout en fait. Et c'est ça qui est compliqué quand on veut l'utiliser et quand vous commencez à rentrer vraiment avec du vrai argent à l'intérieur, hein, quand vous faites des pools de liquidité, quand vous commencez à envoyer des fonds via des bridges sur des layers 2, etc. En fait, rapidement, pour monsieur et madame tout le monde, en fait, ça devient compliqué. Et c'est pour ça qu'on comprend aussi l'apogée et l'émergence et la croissance de certaines blockchains comme Solana qui ont vraiment fait un travail, je trouve vraiment bien pour le coup, sur la partie ergonomie, etc. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur la partie Ether pour le moment.